tout cas, bonsoir à tous, je suis Christophe, vous êtes bien sur KNP et bienvenue pour ce premier live de l'année 2026 et il s'agit du live du KNP Lat Live avec ce soir comme thématique une thématique ufologique avec, on va revenir sur la mystérieuse observation faite par un certain Gösta Karlsson en 1946 dans le sud de la Suède, près de la ville d'Ängelholm et plus précisément dans la forêt de Kronoskogen. On va enchaîner donc sur le premier sujet vidéo, à savoir le portrait de Gösta Karlsson. Gösta Karlsson naît en 1918 en Suède, dans une région rurale du sud du pays. Il grandit dans un environnement marqué par la nature, les forêts et les vastes espaces agricoles. Un cadre qui façonne durablement son rapport au monde, à la fois pragmatique et profondément ancré dans le réel. Enfant discret, sérieux, il se distingue par une curiosité technique et un goût prononcé pour l'observation et l'expérimentation. À l'âge adulte, Gösta Karlsson s'oriente vers l'ingénierie et l'entrepreneuriat. Il fonde une entreprise spécialisée dans la collecte et le traitement du pollen, un domaine de niche mais essentiel, notamment dans les secteurs de la recherche médicale et de l'allergologie. Son activité repose sur la rigueur, la précision scientifique et un travail méthodique. Grâce à cette entreprise, Karlsson connaît une réussite professionnelle solide, sans jamais rechercher une notoriété particulière. Homme profondément attaché à sa ville, Gösta Karlsson s'investit activement dans la vie locale d'Ängelholm. Il devient un soutien important du club de hockey sur glace de la ville, le Rögle-BK, contribuant financièrement à son développement à une période où le club connaît des difficultés. Cet engagement dépasse le simple mécénat. Karlsson est perçu comme un acteur discret mais déterminant de la dynamique sportive et sociale locale. Malgré cette implication, il reste décrit comme un homme réservé, peu bavard, préférant l'action à la mise en avant personnelle. Ses proches évoquent un individu rationnel, travailleur, peu enclin aux excès, attaché à des valeurs de stabilité et de responsabilité. Ce n'est qu'à partir de la fin des années 40 qu'un épisode singulier vient s'ajouter à son parcours, sans jamais le définir entièrement. Une expérience vécue en 1946 dans les environs d'Ängelholm, qu'il évoquera plus tard avec retenue, sans chercher à l'imposer comme une vérité. Contrairement à d'autres figures de l'ufologie, Gösta Karlsson ne fera jamais de cette histoire le centre de son identité publique. Jusqu'à la fin de sa vie, il continue de gérer ses affaires, de soutenir sa communauté et de maintenir une existence stable et discrète. À sa mort en 2003, il laisse l'image d'un homme profondément ancré dans sa ville, respecté pour son travail, son engagement local et sa constance. Si son nom reste aujourd'hui associé à l'une des observations les plus connues de Scandinavie, Gösta Karlsson demeure avant tout le portrait d'un entrepreneur rigoureux et d'un citoyen investi, pour qui une expérience inhabituelle n'a jamais éclipsé une vie entière. Je vais apporter quelques précisions sur ce Gösta Karlsson qui est décédé donc en 2003. Il faut savoir que notamment, comme vous avez pu le voir à la fin du reportage précédent, Gösta Karlsson était aussi très investi pour sa ville Ängelholm. Donc dans les années 60, Gösta Karlsson a joué un rôle. Ce que je vous lis là, c'est un extrait de mon article que vous retrouverez dans les récits de l'étrange magazine numéro 1. Donc je continue la lecture, c'est pour apporter quelques précisions qui n'ont pas été forcément dites dans le reportage. Donc
Dans les années 60, Gösta Karlsson a joué un rôle essentiel dans le développement du hockey sur glace à Ängelholm, en finançant le club de hockey local appelé le Redler. Il a contribué à attirer des talents internationaux, faisant ainsi du club l'un des plus prestigieux de Suède. C'est quand même pas rien. C'était un homme, comme vous avez pu le voir dans le reportage, qui était connu pour être quelqu'un de sérieux, d'investi, de rigoureux, qui n'avait donc pas du tout intérêt à faire des blagues, qui n'était pas du tout farceur, qui n'était pas menteur, et qui n'a jamais été connu pour être un plaisantin, en tout cas dans la vie, en tout cas sur ces sujets-là. Et c'était une personne qui était reconnue, renommée, parce qu'il a beaucoup aidé sa ville et la population, comme vous venez de l'entendre et de le voir précédemment. Il faut savoir donc que son initiative audacieuse de recruter des joueurs du Canada et des États-Unis a été une première en Suède, lui conférant une renommée considérable dans sa ville natale. Son dévouement à la fois envers les affaires et envers sa communauté en a fait de M. Karlsson une figure incontournable et respectée. Donc Karlsson, comme je disais, était un homme qui était vu comme quelqu'un de très sérieux, rigoureux, qui en plus avait une entreprise, qui l'a fait grandir et qui lui a permis de vivre confortablement, mais qui l'a fait partager sa réussite à sa ville, comme je venais de le dire. Et donc, bien que vous allez le voir par la suite de ce live, qu'il y ait certains détails dans le témoignage de Gösta Karlsson qui mettent un petit peu la puce à l'oreille de certains ufologues suédois, hein, notamment Claes Svan, excusez-moi la prononciation, mon suédois était un petit peu rouillé, pardon, et c'est un ufologue suédois renommé qui s'est penché sur cette histoire sur des décennies. Et alors, lui, il ne dit pas que le témoignage de Gösta Karlsson est faux. Il ne remet pas en question le sérieux de M. Karlsson qu'il a rencontré d'ailleurs, et je crois que c'était même un ami à lui, ou c'était sur l'autre ufologue que j'ai rencontré, enfin peu importe. Et donc ils ne remettent pas en cause son caractère ni rien à ce monsieur, mais ils avouent que dans son témoignage, et vous allez le voir par la suite, il y a certaines incohérences. En tout cas, je pense que ce monsieur a vu quelque chose d'extraordinaire. Il y a des moments dans la vie où le hasard semble nous guider vers des découvertes inattendues, nous plongeant au cœur de mystères insoupçonnés. C'est précisément ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines, lorsque j'ai atterri en Suède dans le cadre d'un voyage effectué par le désir d'évasion d'un ami. Peu de temps auparavant, j'avais été captivé par l'histoire de Gösta Karlsson, un homme qui avait prétendu avoir fait une observation d'OVNI dans la région d'Ängelholm en Suède, dont mon voyage m'a permis de nous y arrêter. Mon séjour en Suède allait prendre un tournant inattendu, m'amenant à la découverte d'un groupe d'ufologues suédois et au cœur même de l'histoire mystérieuse de Gösta Karlsson. Alors que nous nous aventurions sur les chemins sinueux de la forêt d'Ängelholm, mon ami et moi apercevons au loin un groupe de 3 personnes discutant passionnément.
Intrigué par ma caméra que j'avais en main, une des personnes du groupe nous aborde avec humour, sans savoir que notre destin était sur le point de basculer. Il s'est avéré que ces 3 individus étaient des chercheurs suédois en ufologie, et l'un d'entre eux avait eu le privilège de connaître Gösta Karlsson de son vivant. Tout en nous dirigeant vers le site de l'observation d'OVNI, Mikael Karlsson, un des chercheurs du groupe, nous a raconté l'histoire de Gösta Karlsson de manière captivante et détaillée. Yeah. Cupola around the craft, and this cupola, when it hit the ground, it was sparkling. Okay. Like they had their own atmosphere inside. Yes, or something. They were protected inside this Protected inside. cupola, Yes. and he was not allowed to go inside that. Yeah. Okay. So they're protecting the shape. Yeah, both them from our environment Okay. and him, because maybe they had different, well, bacteria and so on. Yes, of course. Yes. Sur le chemin qui nous menait vers le monument OVNI, Mikael Karlsson continue son témoignage, dont voici un résumé que je vous propose pour plus de facilité de compréhension. Il, Gösta Karlsson, a rencontré un objet étrange près de la mer, avec une lumière inhabituelle de couleur rouge. Le vaisseau est apparu, a déployé une antenne, puis a décollé rapidement. Par la suite, Gösta Karlsson a eu des rêves où l'équipage de cet engin lui ont expliqué qu'ils avaient dû atterrir sur Terre à cause d'un accident spatial. Ils, les extraterrestres, avaient initialement prévu d'enterrer des membres d'équipage décédés ici, mais ils ont changé d'avis pour éviter d'introduire des bactéries terrestres. Plus tard, Gösta Karlsson fait fortune en produisant un médicament à base de pollen de fleurs. Il a également contribué à faire prospérer un club de hockey sur glace à Ängelholm en Suède. Well, he actually went quiet for a long, long time. Ah, okay. He Okay. didn't want to speak about this Okay, not at the first. accident, well, this event until 1972. Wow. That Wow. was the first he became that rich that he could build this monument. So Okay. you're gonna see a model of the craft Okay. in the scale 1 to 10, Okay. and there are actually marks in the ground from the craft, and they have put some cement on those. My friend here and his wife, Mats, Yeah, okay. Okay. he's have been a part of the UFO Sweden since the 70s, Wow. and he has actually met J. Allen Hynek, who is a well-known UFO person from USA. Okay. Who was actually the person who was doing the investigation of Project Blue Book Yeah, yes. in USA. Yes. And Mats, I met him twice. So is it, One in London, and the second time in Norway, when they were doing the Project Hessdalen. so good. I like you telling so much. So much. I like how you telling this story. Yeah. It's Yes. fascinating for me. Really Yes. Okay. Fascinating. Really. Nice. Thank you. Toujours en compagnie de Mikael Karlsson, ce dernier continue son témoignage, je le cite. Je, Mikael Karlsson, m'implique dans ce domaine depuis 1996. En cette année, nous avons eu de grandes réunions à Ängelholm, dans une école. Hier, une personne était présente et partageait son expérience, montrant des objets qu'elle avait trouvés sur place. Il s'agissait notamment d'une pierre brûlée appelée quartz, qui ressemblait à du verre et portait des inscriptions étranges. On prétendait que c'était un dispositif énergétique pour faire voler l'engin, car il contenait des éléments particuliers. Elle a également trouvé des tasses utilisées par les entités qu'ils avaient jetées dans la nature.
Cela peut sembler étrange, car s'il craignait de propager des bactéries, pourquoi polluer notre planète de cette manière? Il y a des aspects de cette histoire qui suscitent des questions, notamment sur sa véracité. Il est possible que l'expérience ait été altérée par le temps ou la mémoire de la personne, mais c'est une histoire fascinante. And Ah, here you can see finally. it's just fantastic, huh? Yes, yes. Et vous venez de voir donc un reportage vidéo où j'étais sur place, notamment en Suède, dans la forêt de Kronoskogen, où j'ai pu faire la rencontre d'ufologues suédois qui m'ont raconté en détail donc cette observation qu'avait faite Gösta Karlsson en 1946, en y apportant des détails, comme vous avez pu le voir, et notamment et aussi en y apportant leur doute sur le témoignage de Gösta Karlsson, sans forcément remettre en cause tout ce qu'il a été raconté, mais quand même en étant honnête, objectif, et en considérant qu'il y avait quand même, comme je disais, quelques trous dans la raquette, comme on dit, dans son témoignage. Et ça a été évoqué brièvement au sujet de son observation. Il faut savoir que, et c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, avant le lancement de ce deuxième sujet, ce qu'il faut savoir, c'est que Gösta Karlsson, et ce qui pour moi, entre guillemets, prouverait sa bonne foi en tout cas, c'est que il n'a pas tout de suite évoqué cette observation qu'il a faite, je le rappelle, en 1946. Il a évoqué cette histoire en 1972, ce qui est quand même énorme quand même de garder pour soi ce genre de choses toutes ces années. Donc c'est pour ça que pour moi, je pense que on ne peut pas lui enlever de manière indéniable qu'il a vu quelque chose, ce monsieur. Car voilà, on ne garde pas un silence si longtemps si on veut faire une blague. Je ne vois pas l'intérêt et je trouve pas du tout, ni pour lui ni pour personne, un intérêt de faire ça. Voilà. Donc je vais vous lire de nouveau quelques petits détails issus de mon dossier, donc des récits de l'étrange magazine. Donc un silence de plusieurs décennies. Dans le récit captivant de notre enquête, il y a un moment où le silence a enveloppé l'atmosphère. Un silence chargé de secrets et de mystères. C'était à propos de cette période, jusqu'en 1972, que notre protagoniste avait gardé le silence. Donc 1946 l'observation, 1972 l'année où il décide d'évoquer, de faire son témoignage. Jusqu'à ce jour où il a finalement brisé son mutisme. Alors là on pourrait se poser une question, par exemple c'est pourquoi avoir décidé en 1970, enfin des années 70, de raconter son histoire. Qu'est-ce qui a pu se déclencher en lui pour qu'il décide à témoigner de ce qu'il a observé dans cette forêt des décennies avant? Et c'est là où moi je m'interroge. Soit il s'est fait abducter, voilà, vous aurez compris, enlevé par des êtres exogènes, hein, ça va être plus simple à dire pour moi et plus compréhensible pour vous. Donc soit il s'est fait enlever par des êtres exogènes, parce qu'après tout, d'après son témoignage, il a été témoin d'une rencontre rapprochée, donc pourquoi pas s'être fait enlever et il n'a plus de souvenirs. Et on sait que dans ces cas-là, souvent les gens qui témoignent des années plus tard disent qu'en fait il y a comme quelque chose en eux, dans leur cerveau, qui leur a empêché de parler durant toutes ces années et qu'à un moment donné, ils ne savent pas vraiment pourquoi, ce blocage qu'ils avaient en eux lâche du jour au lendemain et ils peuvent évoquer leur histoire. Alors il y en a beaucoup qui, donc parmi ces êtres qui ont été enlevés, ces humains qui auraient été enlevés par ces aliens, je vais y arriver, et certains pensent que donc ce sont les êtres exogènes, on va les appeler comme ça. Je pense que c'est mieux d'appeler êtres exogènes que aliens, ça fait moins rire, donc on va dire ces êtres exogènes. Enlèverait donc des personnes et leur interdirait de témoigner et de dire et de raconter leur expérience à leurs congénères humains, voilà, pendant une certaine période. On ne sait pas pourquoi, comment ils calculent ça et pourquoi. On ne sait pas, mais que voilà, ils auraient un blocage. Et c'est déjà arrivé, j'ai vu des témoignages comme ça de gens qui disaient j'avais envie d'en parler, mais je ne pouvais pas en parler. Et ils évoquent leur histoire bien des années plus tard. Et donc je me dis que peut-être dans le cas de Gösta Karlsson, ce serait aussi la même chose. Il serait fait peut-être enlever, ce que lui, je le précise, n'a jamais évoqué le fait qu'il se soit fait enlever. Il a juste
racontait le fait qu'il a observé des petits êtres exogènes à distance, à 1 mètre ou 2 de l'objet volant qui avait atterri dans cette clairière. Mais on peut supposer qu'il avait enfoui très profondément cette expérience et que peut-être au fond de lui il avait comme un blocage qui lui avait été intégré dans son mental, dans son cerveau par ces êtres exogènes qu'il aurait observés et qui plusieurs décennies plus tard a pu se débloquer. Et ça a pu se débloquer et il a pu raconter son histoire. Moi, c'est une hypothèse qui me dit pourquoi pas. Ça n'a pas été évoqué du tout de ce que j'ai pu lire et apprendre de par notamment ces ufologues suédois et de par mes recherches sur Internet. Cette éventualité que Gösta Karlsson ait été enlevé et que par la suite il a pu parler des années plus tard parce qu'il ne pouvait pas parler avant, ça n'a jamais été évoqué. Moi, je dis pourquoi pas. Il y a eu des précédents comme je vous disais, donc je m'y mets à y croire. Voilà. Donc il faut imaginer que cette révélation, il avait gardé dans ses souvenirs donc comme la clé d'un événement inouï, un événement qui allait bouleverser sa vie à jamais. Et ce n'est que lorsque la fortune lui a souri, lui permettant de bâtir un monument imposant, que les mots ont trouvé le chemin de ses lèvres. Voilà. Donc pour cet aspect-là de Gösta Karlsson, et plus précisément de son observation, vous avez compris l'essentiel de le reportage. 1946, il voit une soucoupe volante atterrir, il y voit y sortir 3 ou 4 êtres exogènes, je ne sais plus exactement, qui font des choses bizarres, comme s'ils réparaient leur vaisseau après un crash. Et puis par la suite, il revient le lendemain et il ramasse des objets, mais ça on va le voir à la fin du live. Avant ce sujet-là, on va passer à la rubrique tarot de l'émission KNP Light Live. Et cette rubrique tarot ce soir s'intéressera donc sur la réalité ou pas du témoignage de Gösta Karlsson. Et c'est pour tout de suite, je vous retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce live. Bonsoir à tous, donc bienvenue pour cette rubrique tirage du tarot dans le cadre de l'émission KNP Light Live. Cette fois-ci, la thématique, c'est une thématique ufologique avec plus spécialement la mystérieuse observation d'OVNI faite en Suède à Ängelholm par un certain Gösta Karlsson. Voilà, donc bienvenue à vous pour la suite de ce live, c'est Christophe et je vais donc effectuer le tirage de tarot dans le cadre de cette rubrique. Et la question que je vais poser au tarot est très simple. Est-ce que Gösta Karlsson a réellement fait une observation OVNI dans la forêt proche d'Ängelholm en 1946? Voilà, donc je répète la question. Est-ce que monsieur Gösta Karlsson a bien été le témoin d'une observation OVNI dans une forêt à proximité de la ville suédoise d'Ängelholm en 1946. Voilà, on va remuer les cartes. J'aurais pu le faire, je peux le faire avant chaque tournage, parce que les rubriques tarot, ce n'est pas en live, c'est enregistré. Mais voilà, je préfère le faire dans les conditions du direct et par conséquent, je remue les cartes devant vous. Moi, je ne regarde pas ce que je fais, voilà. Voilà, hop. Et là, on va les étaler du mieux possible, sachant que je n'ai pas beaucoup d'espace et que l'angle de ma caméra n'est pas très important. Voilà, donc on va prendre ça. On va changer, on ne va pas faire de tirage en croix. Voilà, on va faire ça. Et on va voir ce que va nous dire le tarot. Voilà, je mets les cartes de ce côté. Je vous le mets bien voilà, voilà, je vous le mets bien dans l'angle, dans le cadre. Voilà, première carte, l'impératrice, d'accord, la papesse à l'envers, le pendu et la roue de fortune, d'accord. Bon, alors moi je procède ainsi, je rappelle que je ne suis bien évidemment pas un professionnel de la tarologie, il existe des professionnels qui officient depuis des décennies sur cette méthode, avec cet outil voilà, de divination, ou cet outil, pas forcément de divination, mais cet outil voilà, d'interrogation, enfin bref, vous avez compris. Moi, je suis néophyte, je suis un amateur, je fais ça depuis quelques années à peine, sur mon temps libre. J'aime bien, je suis ouvert à tout, cela m'intéresse.
Donc voilà, ceci étant dit, je peux faire des erreurs d'interprétation, mal comprendre une carte, etc., etc. Voilà, donc je préfère prévenir. En tout cas, là, ce que je vois en haut, c'est l'impératrice, comme vous voyez là. Voilà, donc l'impératrice, comme la carte de l'empereur, c'est une carte qui montre une personne qui est stable, qui est droit dans ses positions, qui est sûr de ce qu'il avance, qui n'invente rien, qui ne ment pas. Donc ça, clairement, c'est donc Gösta Karlsson. Bon, sous les traits de l'impératrice, mais comme je vous ai dit, ça aurait été la carte de l'empereur, ça aurait été pareil. Voilà. Empereur, impératrice, c'est à peu près semblable. Voilà, c'est une personne qui est droite, en tout cas dans ce qu'il raconte. Et c'est effectivement ce qu'on dit de Gösta Karlsson de son vivant. C'était quelqu'un qui était une personne qui était droite, qui ne mentait jamais, etc., etc. Donc ça, on parle bien de Monsieur Karlsson. Très bien. La deuxième carte, la papesse à l'envers. La papesse, c'est la carte des secrets. Voilà, des choses qui ne sont pas dites, qui sont dissimulées. Là, le fait qu'elle soit à l'envers, ça veut dire qu'il est possible que Gösta Karlsson n'ait pas tout dit de ce qu'il a vu et que donc, par conséquent, étant décédé en 2003, nous n'en saurons jamais plus de ce qu'il a témoigné durant de son vivant. Mais visiblement, il y aurait des choses qu'il n'aurait pas dites. Il aurait gardé certains détails pour lui. Alors, de quel ordre? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il a pas tout dit. Alors, pourquoi? Est-ce que par crainte qu'on se moque de lui? Bon, sachant qu'il avait déjà raconté pas mal de choses. Bon, peut-être que je ne pense pas que ce soit ça, à moins que ce soit des détails qui auraient pu vraiment être impressionnants, comme une abduction, quelque chose comme ça, et qu'il a voulu le garder pour lui et l'enfouir. Je ne sais pas, et j'émets des hypothèses. En tout cas, ce qui est certain, c'est que visiblement, il aurait continué à cacher certaines choses. Ou alors, le tarot nous dit encore une chose factuelle, c'est qu'effectivement, Gösta Karlsson a parlé de son aventure, de son observation ovni, que 20 ou 30 ans plus tard, dans les années 70 à peu près, sachant qu'il avait fait l'observation dans les années, à la fin des années, au milieu des années 40, il y est arrivé, en 46, au sorti de la guerre, et je crois qu'il a parlé aux alentours des années 70 à peu près, sachant que le monument OVNI qu'il a fait ériger a été érigé, je crois, entre 73 et 76. Voilà, à confirmer, mais c'est à peu près la fourchette de date. Donc, soit il n'a pas tout dit, soit, effectivement, ça montre la carte qu'il a gardé un secret durant des décennies. Ensuite, nous avons le pendu. Le pendu qui est là, et cette fois-ci, est à l'endroit. Donc, ça veut dire que pendant un certain temps, il a été comme bloqué personnellement pour raconter son histoire. Alors, il y a un côté visiblement qui volontaire. Il n'a pas voulu raconter son histoire immédiatement pour éviter les moqueries, etc. J'imagine, comme c'est le cas pour la plupart et la grande majorité des observateurs, des témoins d'observation OVNI, hein, ou même de rencontres rapprochées. Donc, en fait, il aurait gardé soit des secrets, il n'aurait pas tout dit, soit il n'a pas tout dit dans un premier temps parce qu'il était bloqué. Alors, est-ce qu'il était bloqué psychiquement? Est-ce qu'il aurait vécu une expérience assez traumatisante, assez bouleversante qui fait qu'il s'est retrouvé bloqué un certain temps avant de raconter son histoire? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a eu, on va dire, entre guillemets, un traumatisme. Il a bien vécu quelque chose d'extraordinaire en 1946 dans cette clairière proche de la commune d'Ängelholm en Suède. Donc effectivement, il a bien vécu quelque chose qui l'a bloqué. Et enfin, la roue de fortune à l'envers, là qui, je dois avouer, je ne comprends pas trop ce que ça pourrait vouloir dire dans le cadre de ce tirage et de cette question. Parce que à ma connaissance, la vie qu'il a vécue était on ne peut plus normale, on va dire. Voilà, c'était un entrepreneur reconnu et connu dans sa communauté. Il a beaucoup aidé également la ville d'Ängelholm, notamment à travers son club de hockey sur glace. Hein, mais tout ceci, vous l'avez déjà vu précédemment dans le live. Mais donc voilà, donc je ne vois pas. Il y a peut-être un événement qui lui a fait changer d'avis sur le fait qu'il ait tout avoué finalement, je ne sais pas. Donc comme j'avoue que là, le jeu est assez
est pas très clair, donc je vais retirer hors cadre, mais vous le voyez un petit peu les cartes. Je vais en tirer une autre pour la recouvrir, pour savoir est-ce que ça serait pas un peu plus clair. Le chariot. Ben, il y a eu du mouvement, il y a eu quelque chose visiblement dans sa vie qui l'a convaincu de parler en fait. Il y a eu du mouvement, il y a eu quelque chose, ou quelque chose en lui a bougé, s'est mis en mouvement, et il a dit ben, qu'il devait en parler. Voilà, c'est la dernière partie de ce tirage n'est pas très claire pour moi. Mais alors ce qui est sûr, bon, tout en haut, la carte de l'impératrice nous confirme qu'il s'agit bien de Gosta Carlson, une personne qui est droite, qui ne ment pas, qui était réputée comme une personne sérieuse. Donc ça, le jeu nous confirme bien que c'est Gosta Carlson. La papesse à l'envers nous confirme bien qu'il y a un secret ou des secrets qui ont été gardés dans un premier temps par Gosta Carlson. Parce qu'il a vécu un événement pour lui qui a été assez traumatique ou du moins extraordinaire, ce qu'il a bloqué durant des décennies pour parler de ce qu'il a observé. Et par la suite, quelque chose s'est mis en branle dans son cerveau, dans son mental, au fond de lui, qui lui a dit, bon écoute, cette fois-ci je vais en parler, ça fait 20 ou 30 ans que ça s'est passé, je prends le taureau par les cornes et j'en parle. Et il faut savoir que par la suite, une fois qu'il a évoqué son observation, c'est quelques années après qu'il a fait ériger donc ce fameux monument OVNI qu'on peut encore trouver dans cette forêt de Kronoskogène proche d'Ängelholm. Donc voilà, donc là le jeu en fait confirmerait plus ou moins ce qui se dit dans cette histoire d'Ängelholm. Parce qu'effectivement nous avions affaire à un homme qui était droit dans ses bottes, hein, qui ne mentait pas, qui était sérieux. Qu'il a effectivement observé quelque chose, qu'il a bloqué, qu'il a peut-être même traumatisé, donc il a gardé ce secret, cette observation durant des décennies, et c'est ce qu'il a fait effectivement. Et dans un second temps, bien plus tard et bien des années plus tard, quelque chose en lui s'est mis en mouvement, a changé, et il a décidé de parler. On ne sait pas trop pourquoi. Voilà. Donc en gros, pour résumer, le tirage, on confirme bien que Gosta Carlson a bien été le témoin d'un événement ufologique en 1946 dans cette forêt proche d'Ängelholm en Suède, qu'il a effectivement vu et été le témoin direct de quelque chose d'extraordinaire, qu'il a bloqué dans un premier temps durant plusieurs décennies pour son témoignage. Son témoignage, il a voulu le garder pour lui durant des décennies parce qu'il était bloqué intérieurement. Il a gardé ça pour lui. Puis, dans un second temps, des décennies plus tard, quelque chose en lui a mué. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu du mouvement. Il a changé d'avis et il a décidé d'en parler. Donc pour moi, le tarot confirme bien qu'il a vécu quelque chose, qu'il a vu quelque chose dans le ciel et qui s'est même posé proche de lui dans cette clairière. Après, les détails comme les objets qu'il aurait récupérés, par exemple, et certains détails, notamment les empreintes qu'il a fait laisser en béton au monument OVNI qui ne correspondraient pas vraiment à son descriptif quelques temps plus tard. Bon, à part ces détails-là qui effectivement faut en parler parce que ce sont des incohérences dans son témoignage initial, mais quand même on ne peut pas réfuter le fait que Gosta Carlson a bien été le témoin d'un événement visiblement ufologique et qui n'a rien inventé. Dans l'histoire principale, la trame principale est vraie. Après, dans certains détails, bon, il y a des incohérences certes, mais en tout cas, il a bien vu quelque chose d'extraordinaire, et je répète ce terme en le décomposant, d'extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, qu'il a gardé pour lui, qui était comme bloqué, puis un jour ça s'est débloqué, il en a parlé. Donc voilà ce qu'on pourrait dire sur ce tirage de tarot. Et tout de suite, eh ben, c'est la suite de l'émission, le KNP Light Live, et je vous retrouve donc dans quelques secondes. Est-ce que Gosta Carlson a réellement vu quelque chose? Vous avez pu voir ce que les tarots
m'aurait répondu, je le rappelle, c'est un outil, on n'y croit pas. Moi-même, j'aime bien de temps en temps faire un petit tirage, mais ce n'est pas pour autant que je suis un professionnel et que je prends tout pour argent comptant, mais c'est intéressant, voilà, surtout quand on a l'impression que le tarot répond à la question qu'on lui pose. Voilà, donc la rubrique Actu Insolite, mais avant de vous aborder ça, je vais donc bon, j'ai pas de jingle, hein, donc c'est le moment de la rubrique Actu Insolite qui va clore donc ce KNP Light Live. Merci encore de me suivre, de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. J'espère en tout cas que ce que je vous propose vous plaît. Et donc on va terminer ce live avec une Actu Insolite, pendant que je tape le genou sur le comptoir, veuillez m'excuser pour le bruit. Donc on va commencer avec l'actu insolite numéro 1 sur l'OVNI d'Engelholm. Et là on va parler du monument de Kronoskogene qui se situe donc proche de la ville d'Engelholm. Donc dans la forêt de Kronoskogene, à quelques kilomètres d'Engelholm, se trouve l'un des rares monuments au monde dédié à un phénomène OVNI. Et effectivement, j'ai fait quelques recherches, j'en ai trouvé 2 autres dans le monde, un en Pologne, qui commémorait, entre guillemets, qui marquait plutôt également une observation OVNI, donc une en Pologne, une en Suède et une dans un autre pays, je m'en souviens plus, qui est une à Valençol justement. À Valençol, il y a un monument OVNI qui a été inauguré l'été dernier pour marquer les 60 ans, je crois, ou les 65 ans de l'observation. Et ils ont fait un petit monument, donc il y a 3 monuments OVNI dans le monde, un en France à Valençol, un en Suède à Engelholm et un en Pologne, dont je ne me souviens plus du tout le nom de la localité, vous m'excuserez. Surtout que c'était en polonais et je ne parle pas franchement polonais. Voilà. Donc, ce monument au monde dédié à un phénomène OVNI a été érigé par Gosa Carlson lui-même. Ce mémorial, nommé UFO Monumentet Engelholm, excusez-moi, ça fait plutôt allemand que suédois, mon accent, mais excusez, fut construit donc en 1972, année où, je le rappelle, à partir de ce moment-là, il a rapporté son témoignage. Donc il a construit ce monument en 1972 dans une clairière qui, selon Gosa Carlson, aurait été le lieu d'une observation inhabituelle en mai 1946. Ce monument se compose d'un modèle réduit en béton, d'un disque volant, qui serait fidèle aux souvenirs de Gosa Carlson, d'empreintes de pistes d'atterrissage reproduites au sol par du ciment, et enfin des plaques de cuivre fixées sur des piliers avec une description de l'événement selon les dires de Gosa Carlson. Ce monument, il faut savoir, et c'est quand même intéressant, est classé par l'autorité nationale du patrimoine suédois, ou alors, si vous préférez, attention encore du suédois, le Swedish National Heritage Board, et continue d'attirer des visiteurs, des curieux, des passionnés d'ufologie et des randonneurs, c'est ce que je vous disais précédemment. Le site fait maintenant partie des itinéraires pédestres populaires de Kronoskogene, marqués sur les guides locaux comme une curiosité unique en Scandinavie. Chaque année, des milliers de personnes viennent voir ce qui est parfois décrit comme le plus célèbre mémorial OVNI de Suède. Je rappelle, le cas d'Engelholm pour les Suédois, c'est le Roswell pour les États-Unis. C'est un événement très important, et d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que Roswell aux États-Unis c'était en l'été 47, et là, le cas d'Engelholm, c'était au printemps 46, un an avant. Donc, est-ce que plutôt, c'est pas plutôt en Suède qu'il y a eu qu'a commencé ces phénomènes de rencontres rapprochées plutôt qu'à Roswell? La question peut se poser, parce que c'était un an avant quand même. Donc décrit comme le plus célèbre mémorial OVNI de Suède. Même si aucune enquête scientifique officielle n'a jamais confirmé l'hypothèse d'un contact extraterrestre, le monument reste un lieu de fascination et d'échange, oscillant entre mythes culturels, patrimoine insolite et questionnement historique. Voilà, donc ça c'était pour la première actu insolite, avec plus de détails sur ce monument que vous avez pu voir dans mon reportage, cette espèce de soucoupe volante en béton, voilà, qui a d'ailleurs avec le temps quand même assez souffert. Et maintenant on va parler de l'actu numéro 2 qui sera un petit peu plus longue à développer avec un extrait vidéo à la fin. Donc actu insolite numéro 2, les objets retrouvés après l'observation, mythe ou réalité. Une autre partie intrigante une autre partie intéressante, voilà, pourquoi employer des mots compliqués quand on peut employer des mots plus simples? Voilà, donc une autre partie intrigante de l'affaire, finalement j'arrive à le dire, d'Engelholm concerne les objets que Gosa Carlson aurait rapportés de la clairière après son observation. Donc je rappelle, il a fait son observation un soir de mai 46 et le lendemain,
il est revenu sur le lieu, j'imagine peut-être pour voir s'il y aurait des traces, et il aurait trouvé des objets. Donc, ces objets qu'il aurait rapportés de son observation, on doute de leur existence. Voilà, vous allez voir pourquoi. Selon des récits suédois, Carlsson aurait donc, au lendemain de son expérience en mai 1946, trouvé sur le sol de la clairière plusieurs artefacts apparemment étranges. Parmi ceux-ci, il aurait mentionné, donc il fait une liste des objets qu'il aurait trouvés, et cette liste est la même. J'ai fait, dans le cadre de mes recherches personnelles, la liste des objets ne change jamais, c'est toujours les mêmes qui sont cités. Donc, en tout cas, on peut voir qu'il y a une constante dans ces objets-là. Donc, un bâton ou un crystal rod, une bague en or avec une pierre vert mélangée, et enfin 2 petits gobelets ou des mugs, l'équivalent de mugs. Donc un bâton, une bague en or et 2 petits gobelets. C'est ce qu'il aurait trouvé sur le site de l'observation. Ces objets ont été évoqués dans plusieurs sources locales et dans le livre Motet ig Glantan, qui a été coécrit par Carlsson et l'ufologue Klas Svan. Donc c'est un livre qu'a donc écrit cet ufologue Klas Svan, qui s'est penché sur l'affaire que je vous avais évoqué il y a quelques instants. Et dans cet ouvrage où il a rencontré Gösta Karlsson, il lui a rapporté son témoignage de vive voix, il a connu, c'était devenu même un ami. Et dans ce livre donc, dont sont issus les croquis que vous trouverez et les dessins que vous retrouverez dans le magazine notamment des Récits de l'étrange, numéro 1, je rappelle, j'ai reproduit les croquis qui ont été faits par Gösta Karlsson et par son dessinateur, enfin par un de ses collègues qui lui a dit de faire les dessins des objets en question. Et c'est un livre qui malheureusement, à ma connaissance, n'est pas en français. J'aurais bien voulu me le procurer pour avoir encore plus de détails sur cette affaire. Mais bon, c'est comme ça. Donc continue cette actualité. Donc j'en étais où? Oui, donc dans le livre Motet Inglantan, cette liste d'objets donc a été rapportée. Cependant, il faut savoir qu'aucune de ces pièces n'a été authentifiée de façon indépendante. Et elles ont disparu au fil des années. Certaines ont été exposées derrière des vitrines par balles dans les années 1990. Et vous allez voir, c'est ce que va confirmer également l'ufologue Carlsson que j'ai rencontré quand j'étais allé en Suède. Il les a vus, ces objets, derrière cette vitrine. Et il les a vus, mais bon, est-ce que c'était des vrais objets ou alors est-ce que c'était des objets fabriqués par Carlsson? Ça, on ne le sait pas. Mais en tout cas, il a vu ces objets-là, mais après, ils ont disparu. Donc, dans les années 90, ces objets ont été exposés derrière des vitrines par balle quand même, mais aucune preuve matérielle concluante n'a jamais été présentée au public. Des chercheurs et sceptiques ont aussi noté des variations significatives dans les descriptions de ces objets au fil du temps, ce qui alimente l'interrogation. Et c'est ce que je disais aussi, c'est qu'effectivement, avec les années, le temps qui passe, M. Carlsson est mort en 2003, il a raconté son histoire assez régulièrement, j'imagine, quand il s'est décidé à la raconter du moins. Et je pense qu'il a dû avoir quelques détails qui devaient être incohérents, quelques parties dans son récit qui devaient s'entrechoquer et qui devenaient peut-être... qui n'était pas lui-même acabit que son premier témoignage dans les années 70. Parce que, notamment dans le cadre de ces objets, ce qui diffère, c'est notamment les dimensions qui ont différé selon les récits, ou encore certains détails qui semblent avoir changé entre les premières années et les mesures rapportées plus tard. Voilà, ça c'est un exemple. Donc, est-ce que aujourd'hui encore, il faut savoir que ces artefacts, je finirai mon développement après, je finis l'actualité. Aujourd'hui encore, ces artefacts restent un élément contesté mais fascinant de l'histoire d'Ängelholm. Deux questions se posent. Étaient-ils de simples objets ordinaires interprétés de manière singulière? Parce qu'en gros, sous le choc, Gösta Karlsson aurait tout simplement retrouvé des déchets dans la clairière, il les aurait ramené ça à des objets aliens, peut-être. Ou alors étaient-ils liés à une réalité matériellement inexpliquée? Rien n'a été confirmé de manière scientifique, laissant cette question ouverte à interprétation. D'ailleurs, n'hésitez pas, même si vous ne participez pas en live dans le chat, vous pouvez bien sûr participer dans les commentaires, dans le replay de la vidéo qui sera disponible à partir de demain ou dans quelques heures au plus tôt. Et donc voilà, à votre avis, est-ce que ces objets ont été inventés par Gösta Karlsson, surinterprétés, ou alors était-ce donc, comme la question se posait, je ne m'en souviens plus, ou est-ce que c'était lié à une réalité matériellement inexpliquée, donc sous-entendu, est-ce que c'était vraiment des objets aliens? Donc n'hésitez pas, si vous le désirez, à répondre à cette question dans les commentaires et à donner votre avis, ça m'intéresserait de savoir ce que vous pensez.
Et tout de suite, je vais quand même vous diffuser donc le 2 petites minutes d'entretien que j'ai eu avec Michael Carlson, donc l'ufologue suédois, qui rapporte des détails, donc qui me rapportait donc son témoignage sur ces objets. Et on se retrouve dans quelques secondes. Unfortunately, You keep so we will never find out the truth about this story. Yeah. And these objects that he had, actually, he was telling us, UFO Sweden, that when I die, you're gonna have these objects from me, so you can have them for the rest. Well, to explain the story and show off these, but they are never found, and he didn't give them to us. Okay. So they are actually gone. We He don't kept- know where they are. Oh, he kept the object and you don't know. We don't know where they are. He had a daughter who actually left from Sweden. I think she lives in Switzerland. I don't Schweiz. I don't really know. Yeah, but she left and she didn't want to talk about this. Okay. She just no, I don't want to speak about it. And maybe she's having these objects, but she don't want to give them to us, Okay. and she don't want to talk about it anymore. Okay. Have you told this year when we have a meeting? Yeah, I saw 96. I saw that. Yeah, Yeah. when the Securitas was guarding. Well, I haven't told about that. Yeah, yes. Well, during '96, when we had a big meeting here, he actually had these objects and showing them in a monter, and 2 guards were standing and protecting them, Yeah. so nobody was Armed. trying to steal Armed. them. Yeah, armed. Yeah. But after that, we never saw them again. Oh. These objects, they are gone. Voilà, eh bien j'espère en tout cas, nous approchons de la fin de cette émission et de ce live. J'espère que ça vous a plu. En tout cas moi, j'aime toujours et je prends toujours plaisir à vous retrouver en direct dans le cadre des KNP Live. Je vais écouter, vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Salut, ciao, bye bye.